On a le plaisir ce soir de vous avoir ici, de nous faire l'amitié d'être présents. Nous sommes à quelques jours, vous le savez, du premier tour. C'est donc un moment important pour nous. On veut le partager avec vous et vous partager surtout la vision de notre programme, celle de notre candidate Cécile, et puis de tous ceux qui composent cette belle équipe que je vais avoir plaisir à vous présenter. Alors peut-être juste en préambule, je vais vous demander toute l'équipe de se lever brièvement. Merci. Voilà, c'est important. Voilà. Alors je vous rassure, on ne va pas présenter tout le monde, le cœur y est, mais évidemment le temps ne s'y prête pas. Donc je vais vous inviter en salle à vous rasseoir. Nous avons une petite sélection d'experts qui auront plaisir de vous partager toutes ces informations. Pour le moment, je donne la parole à Cécile Andrieux. Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus. Je me présente, je suis Cécile Andrieux. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu ma façon de voir les choses et vous allez comprendre comment je perçois les choses et quelle est ma vision aujourd'hui sur la ville. J'ai grandi dans les années 80, à une époque où les enseignants étaient passionnés et respectés, à une époque où ils nous donnaient notre chance. Moi, je suis fille de maçon, j'ai réussi, j'ai étudié et je suis devenue avocate en droit des affaires et en droit immobilier. Du coup, j'ai vraiment eu à cœur et j'ai toujours cru aux valeurs républicaines, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et c'est ma vision que je souhaite porter aujourd'hui. Je trouve qu'on a oublié un petit peu les basiques et qu'on a besoin de se recentrer sur des choses qui sont à mon sens essentielles. Alors, on a parlé de l'équipe, on ne va pas les présenter en détail. Chacun va se présenter pour ceux qui prennent la parole sur les thèmes importants. On va vous présenter nos thèmes clés. Et puis ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Alors, je l'ai dit, je suis avocate en droit des affaires, donc pour les PME et les commerçants. Donc, je suis très attachée au commerce de proximité. Je suis avocate en droit immobilier également, donc je suis très attachée à l'aspect esthétique de notre ville, à l'urbanisme, à une façon de voir les choses et à avoir vraiment une vision de notre ville qui soit... voilà, j'ai envie d'avoir une ville qui soit agréable à regarder, qui soit harmonieuse, dans laquelle on se sent bien et en sécurité. Je suis conseillère municipale depuis 2020. Il faut savoir qu'à l'origine, je suis présidente de l'association pour faire venir le métro 4 à Bourg-la-Reine. C'est comme ça un petit peu que je suis rentrée dans la vie politique locale à Bourg-la-Reine, avec juste à cœur de faire bien les choses pour ma ville, étant régina-virginienne depuis 25 ans environ. Je suis mariée, mère de 2 enfants qui sont scolarisés, du coup, un en primaire et une autre au lycée. Donc je baigne vraiment dans ce milieu et dans ce côté familial des choses qui me tient énormément à cœur. Ma petite photo. Donc là, on vous présente, on a du coup les photos de l'équipe. Vous verrez dans les professions de foi, on a les photos de chacun et puis leur profession. Certains vont se présenter, tous ceux qui sont là vont présenter en fait les thèmes du programme et vont se présenter aussi en quelques mots. Tu fais comme tu veux. Alors, sur la famille, pendant ce mandat, il faut savoir qu'on a fermé la crèche Leclerc, donc c'était environ 60 berceaux, et il faut savoir également qu'on avait un projet de crèche qui était prévu rue des Rosiers, à côté du nouveau KL. Ce projet a été abandonné et remplacé par le petit parc qu'on a aujourd'hui. Pour moi, la famille, c'est fondamental, c'est un petit peu voilà, notre source de bien-être, c'est des moments très forts en famille, avec nos enfants, et moi je tiens spécialement à ce qu'on développe des classes de crèche. Aujourd'hui, alors il y a un petit schéma sur lequel vous pouvez voir, hop, on va essayer. Ah. On avait voilà, quasiment 300 places de crèche, on a eu une baisse forte en 2021-2022, suite à la fermeture de la crèche Leclerc notamment. Et puis, on avait le projet de la crèche des Rosiers, qui devait nous réaugmenter notre nombre de places en crèche, mais malheureusement qui a été abandonné, comme je vous le disais. Et puis après, on a un projet sur le nouveau quartier de la Faïencerie,
qui devrait nous faire augmenter un petit peu notre nombre de places en crèche. Il y a eu tout un débat puisque au départ, c'est plutôt une crèche privée qui devait s'installer avec le promoteur immobilier. Donc nous, on a vraiment milité pour que ça soit une crèche publique. Aujourd'hui, je ne sais pas la décision qui sera prise, mais voilà, on a ce petit projet, mais on n'est pas certain de la suite qui sera donnée. Et puis, on a un projet qui est ressorti sur Lafayette. Pour ceux qui connaissent, c'est au quartier des Bas-Coquards. Mais là-dessus, sur cet ensemble de bâtiments, on a une démolition qui est prévue, et donc c'est des travaux qui vont durer 12 ans. Donc la crèche, elle ne sera pas avant une douzaine d'années. Donc vous l'aurez compris, on est en déficit au niveau de nos places de crèche, et pour moi, ça pose une difficulté, puisque les jeunes ménages qui s'installent doivent avoir un service de proximité, et on a trop de familles qui vont chercher ailleurs des modes de garde, et avec du coup des conditions matérielles, temporelles au quotidien, courir à gauche à droite, après le boulot, avant de partir au travail, et ça c'est pas admissible à mon sens. On doit fournir des services publics de proximité. Ensuite, il y a un deuxième projet qui est très important pour moi. En tant que parents, on fait tous attention à ce qu'on donne à manger à nos enfants. On fait attention. Et au niveau des cantines, on sait, il y a eu pas mal de remontées, on sait que c'est pas évident, que beaucoup d'enfants ne mangent pas correctement, parce que clairement c'est pas bon, et on a un problème sur la qualité. Aujourd'hui, donner de l'industriel à nos enfants, moi personnellement ça me pose problème, et j'ai envie qu'on puisse avoir à Bourg-la-Reine le projet d'une cuisine centrale de proximité, qui servira en plus pour nos seniors, qui bénéficient du portage de repas et qui trouvent pareil que les repas sont plutôt médiocres. Alors, là, je vais passer la parole à Luc Grasset, qui va vous expliquer notre principe et notre vision sur la sécurité. Bonjour à tous, merci Cécile. Je m'appelle donc Luc Grasset, je suis un ancien officier supérieur de gendarmerie, et donc la sécurité, si vous voulez, au sens étroit du terme, parce qu'elle est beaucoup plus large en fait, on vient de dire, et là, ça a été mon métier pendant 42 ans. Alors, je voudrais tirer de notre programme deux aspects. Le premier qui est ici, donc, est celui de la solution des conflits d'usage. Un programme, chacun sa place. Alors, nous savons que la répression est nécessaire, nous ne sommes pas naïfs, mais elle nous échappe complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a été déclenchée, elle monte dans les services de l'État, police, justice, et par ailleurs, lorsqu'elle est déclenchée, ça veut dire que l'infraction a eu lieu et qu'il y a effectivement des victimes. Or, ce que nous voulons faire, nous, c'est occuper plus efficacement l'espace qui nous est laissé par la réglementation entre cette répression et nous-mêmes. Et nous voulons donc donner une chance au dialogue, à l'éducation, à la prévention, à la raison et à la dissuasion. C'est l'esprit village tel que nous le voudrions pour Bourg-la-Reine. Alors ensuite, et il n'est pas marqué, mais j'y tiens beaucoup aussi, et pour vous montrer combien c'est varié, que ça n'a pas vraiment à voir avec la police, nous avons un projet de médiateur de quartier. Alors je voudrais en voir d'abord la faisabilité, bien sûr, mais ces médiateurs de quartier permettent notamment de dire le droit, éviter évidemment la montée de violence entre voisins, même au sein des familles. Et il y a une chose qui est très importante, surtout quand on habite, par exemple, les uns à côté des autres, c'est dissiper les malentendus ou les erreurs. Et enfin, ils essayent d'aboutir à une conciliation ou à une réconciliation sans intervention extérieure, et ça, c'est le plus important. Je vous remercie de votre attention. Alors, ensuite, on va passer à l'aspect solidarité, qui va être présenté par deux femmes qui vont se présenter en quelques mots sur leurs compétences et leur métier. Donc, je laisse la parole à Lydie en premier. Donc, bonjour, je suis Lydie Gerbouet, je suis éducatrice spécialisée et éducatrice de jeunes enfants, et je travaille dans un lieu de visite médiatisée qui relève de la protection de l'enfance. Voilà, ça c'est pour la présentation.
Bonjour à toutes. Plus fort? Oui. Ça va comme ça? Oui. Plus près le micro, je pense. Voilà, je me présente, je m'appelle Karine Kotaya, je suis accompagnant éducateur social dans un EHPAD situé à Clamart. Et donc je suis à AES et en même temps je suis médiatrice sociale et familiale. Donc ce qui compte pour nous effectivement c'est la solidarité et donc la mairie comme lieu de proximité et de solidarité et de cohésion sociale. Donc on aimerait faire une première mise à jour et une analyse des besoins. Et ensuite, l'idée globale qui englobe donc, les enfants, les familles, les personnes isolées et les aînés, c'est vraiment de laisser personne sur le côté et donc de pouvoir apporter des réponses concrètes en compulsant notamment les ressources et les dispositifs qui sont possibles au niveau de la mairie, au niveau des associations, au niveau de la région et au niveau du département. Voilà. Donc, je passe les micros à ma collègue. Comme le disait Lydie, donc la mairie, ce qu'on voudrait faire, c'est un lieu de solidarité pour tout à chacun, avec le guichet municipal, avec les personnes dépendantes, une perte d'autonomie, donc la perte d'autonomie de leur famille ou de leurs aînés. Et ensuite créer un service dédié donc, à l'autonomie, je répète, et créer une maison des aînés. Après, si vous voulez des questions, ce sera un peu plus tard. Alors, on fait les détails. Alors oui, il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on voit apparaître, c'est le côté intergénérationnel. C'est quelque chose qui traverse un petit peu tous nos thèmes et on essaye vraiment d'avoir des projets, vous le verrez dans le programme détaillé, qui réunit les plus jeunes et nos aînés parce qu'on trouve que la transmission c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors là, on va passer au thème des mobilités et transports avec Florian. Donc, bonjour à tous, moi c'est Florian Besson, donc je travaille dans le milieu des transports publics, notamment je suis salarié de l'entreprise SNCF Réseau, et moi je vais vous parler des propositions qui me tiennent vraiment à cœur. C'est les propositions sur les transports publics, parce que je considère qu'à Bourg-la-Reine, on a le RERB, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de Bourg-la-Reine, ça a bien évolué. Donc vous avez sur la carte ici présent, une carte de Bourg-la-Reine, qui se situe juste ici. Et autour, j'ai représenté les différents pôles métro qui se trouvent autour, et qui sont apparus entre 2022 pour le métro 4 qui a été prolongé à Bagneux, et également 2024 avec la ligne 14 qui passe à l'ouest, et en 2027 normalement on aura la ligne également 15 sud du Grand Paris. Et la proposition c'est tout d'abord de connecter Bourg-la-Reine à la gare de l'Aille les Roses du métro 14, car en fait elle permet d'apporter une vraie solution alternative quand le RERB est défaillant. Et il permet pas que ça, il permet aussi de rapprocher certains quartiers de Paris de Bourg-la-Reine. Et ce que j'ai voulu démontrer à travers cette carte, c'est qu'on a tendance beaucoup à regarder vers la ligne 4 du métro, mais il y a une partie de la ville de Bourg-la-Reine qui se situe plus proche du métro 14 que du métro 4. Et donc pour mener cette proposition, il y a plusieurs solutions. Il y a modifier le tracé du 192 ou de créer une nouvelle ligne de bus qui aurait un tracé qui pourrait partir de Bagneux-Lucy-Aubrac, aller à Bourg-la-Reine, traverser plusieurs quartiers et se rendre à la gare de l'Aille les Roses du métro 14. Et en fait cette ligne elle serait très intéressante à la fois pour rejoindre ces pôles métro, mais également pour mieux connecter les quartiers de Bourg-la-Reine entre eux. Et sur un plus long terme, évidemment, la liste de Bourg-la-Reine au cœur est favorable au prolongement du métro 4 passant par Bourg-la-Reine.
on va passer avec Jean-Marie qui va se présenter brièvement sur la partie de l'économie locale, les commerces de proximité notamment, et également les entreprises à Bourg-la-Reine. Il faut savoir qu'on a perdu beaucoup de sièges sociaux d'entreprises ces derniers temps. On a eu Bellambra qui est parti sur Montrouge récemment, qui est en train de partir. Et on a besoin de maintenir une attractivité avec des entreprises qui vont faire bénéficier les commerces locaux d'activités en journée. Et on a besoin aussi de préserver la diversité de nos commerces de proximité. Et donc ça, c'est quelque chose auquel je suis très attachée, parce que dans une ville, on vit dans une ville, quand on a des commerces de proximité, c'est grâce à eux. Donc Jean-Marie va expliquer un petit peu notre vision des choses là-dessus, et on aura une intervention ensuite d'un commerçant de Bourg-la-Reine. Merci Cécile, je vais essayer d'être succinct parce que c'est un sujet qui est vaste. Simplement, je voulais vous remercier, mais remercier déjà M. le maire, M. Chevreau, que j'ai côtoyé il y a quelques années et qui a été, je peux le dire, très investi dans le sujet des petits commerces. Monsieur le maire, on avait discuté une fois, je me souviens, pour l'implantation de commerce, et je sais que vous aviez été très, très actif. Vous avez favorisé l'implantation de commerce de qualité. Excusez-moi. Oui, parce que je rebondis en disant que je pense que le commerce de proximité est la colonne vertébrale d'une ville. Donc c'est pour ça que je remercie M. Chevreau. Je sais qu'il était très actif sur le sujet. Moi, je reste persuadé, enfin, je me présente succinctement, j'étais haut fonctionnaire de police et j'ai 43 ans de maison. Et je reste persuadé que dans ce métier qui a été le mien pendant longtemps, le commerce que j'ai à côtoyer dans divers territoires où j'ai exercé, le commerce de proximité, le commerce de qualité, il y a également un lien avec la sécurité. Bien sûr, quand on a un commerce de qualité, on a une bonne fréquentation, on a un centre-ville qui est vivant, ça crée du lien social, ça crée des emplois, c'est très important. Et je pense aussi à dire aussi, moi je suis attaché, Cécile, je vous disais, c'est l'artisanat. L'artisanat également, il ne faut pas l'oublier, parce que je viens de voir à quelques pas de chez moi encore, il y a un artisan qui a fermé, le coût son vie sont à vendre, et je trouve ça triste. Et ça, c'est très très important. Oui, déjà, vous parlez d'intergénérationnel, ça crée le lien social, donc tout le monde peut avoir affaire à ces artisans. On a besoin de ces artisans, on a besoin des commerçants, on a besoin de commerces de qualité, mais diversifiés, également des commerces qui soient accessibles à des prix qui soient évidemment compétitifs, parce que les gens, tout le monde maintenant a besoin de regarder son porte-monnaie, si j'ose dire. Donc voilà, le commerce de proximité, moi, mon leitmotiv, c'est la colonne vertébrale de la ville. Donc il faut se battre pour garder ce commerce de qualité. Et un dernier sujet que je voulais également évoquer, moi qui me tient particulièrement à cœur, je le disais à Cécile, c'est la vacance des commerces. Alors j'ai constaté au fil, moi je marche beaucoup, je suis au pied, je cours un peu, pour les dimanches, et j'ai constaté qu'au fil des revues, enfin que je traverse, des années aussi, puisque je suis parti quelques années outre-mer, une dizaine d'années, je suis revenu, j'ai cessé l'activité il y a simplement 6 mois, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de commerces qui étaient vacants, qui étaient vides. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut que l'équipe municipale, bien sûr le maire en tête, avec son équipe, se battent pour faire venir des commerces de qualité et que ces commerces ne restent pas vacants, voilà, qu'ils soient au service de la population. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. On va accueillir Stéphanie Maillard pour apporter son propre témoignage. Merci. Merci, bonsoir. Moi, je suis Stéphanie Maillard, à Bourg-la-Reine, de la Maison Maillard. Certains me connaissent peut-être, peut-être pas. Donc, je suis boulangerie, pâtisserie, salon de thé, traiteur. Et j'essaye de faire des produits de qualité, comme a dit monsieur. Donc, je suis installée dessus depuis 10 ans. On m'a fait confiance il y a 10 ans. Les locaux étaient bruts. Et c'est vrai que la municipalité actuelle nous avait aidés il y a 10 ans pour ça. Et pour ça, on le remercie. Je ne suis pas là forcément pour faire de la politique, puisque j'habite pas Bourg-la-Reine, j'habite Sceaux. Mais je suis plutôt là pour mettre en avant les commerçants qui ont besoin du soutien de la ville. Et je crois beaucoup au cœur de Rennes, au cœur de ville, pardon, de Bourg-la-Reine. Et Cœur de Rennes, c'était mignon, hein, sympa. Oui, parce que justement, on a appelé un gâteau Cœur de Rennes, justement, quand on s'est installé en rapport au nom de Cœur de Ville de Bourg-la-Reine. Voilà, parce qu'on est spécialisé dans les macarons. Voilà, ce que j'ai aimé chez Cécile,
c'est qu'elle a été la première à nous poser des questions, mais bien précises, avec un questionnaire bien étudié. Et déjà, tous les sujets étaient déjà bien approfondis. Donc, je suis très contente d'être à Bourg-la-Reine. Mon activité marche correctement, mais il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, dû à la conjoncture, dû à beaucoup de choses. Mais on a besoin de soutien de la municipalité. Pardon. Je ne suis pas très habituée, excusez-moi. Donc, les problèmes actuels qui ont été étudiés dans ce questionnaire, bien sûr, les entreprises. Je rappelle qu'il y a 10 ans, il y avait énormément d'entreprises. Je pense qu'on a perdu 2500 salariés. Donc, il y avait Atlantique, Bellambra, Sidexia, Faber-Castell, et encore j'en oublie. Et pour nous, on a fait vraiment un commerce basé là-dessus, pour ne pas faire trop concurrence aux boulangeries, pâtisseries déjà implantées. Là, aujourd'hui, c'est un problème. Et bien sûr, moins de stationnement, ça tout le monde le sait. Et aussi, le passage des poubelles, on a le même passage qu'un particulier. Alors, en tant qu'entreprise, bon, c'est un peu... Voilà, je pense que une signalétique entre tous les commerçants devrait être mieux faite. Et les gens, comme la ville est un peu éparpillée, ça, ce serait bien aussi. Donc, je pense à moi, mais pas que à moi. Je pense aussi aux commerces qui sont à l'extérieur. Bien sûr, je suis fière d'être commerçante à Bourg-la-Reine et je voudrais rester encore bien longtemps. J'ai plein de projets à faire. J'espère qu'ils porteront ce fruit. Voilà, merci de m'avoir écouté. Alors moi, je vais juste évoquer 2 points qui n'ont pas été dits oralement, mais que vous voyez sur la slide devant vous. L'idée, dans ce prochain mandat, on a un marché avec des commerçants géniaux. On a besoin de le rénover, ça fait très longtemps. On avait perçu une subvention du département il y a environ 3 ans de 2 millions d'euros, qui a servi à un autre projet, et notamment le nouveau quartier Faïencerie. On a besoin de le rénover, ce marché, on a des problèmes de salubrité, les commerçants se plaignent beaucoup, et on a besoin qu'il soit vraiment joli. On a vraiment des commerçants, on a voilà, des commerçants géniaux, on a besoin de les favoriser et de faire en sorte qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et qu'on ait pour nous un marché qui soit visuellement agréable. Ensuite, il y a quelque chose d'important, on l'a signalé, c'est d'avoir une diversité au niveau des commerces. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des commerces qui sont un peu trop présents. Au niveau de la mairie, il faut savoir qu'on peut exercer un droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce. On peut trouver des solutions et du coup faire en sorte d'assurer une diversité au niveau des commerces de proximité. Donc il va falloir utiliser ce droit dans les cas où c'est nécessaire pour éviter par exemple qu'il y ait trop d'opticiens. Le magasin Chris s'est installé dans la rue piétonne parce qu'on a oublié de préempter. Donc il y a vraiment des choses à suivre et à faire au quotidien pour faire en sorte d'améliorer les choses sur notre ville et d'avoir vraiment des commerces variés. Alors, maintenant je vais passer la parole à Stéphane sur le sport. Je suis né à Bourg-la-Reine, j'ai vécu à Bourg-la-Reine, j'ai fait mes études à Bourg-la-Reine et j'ai surtout fait du sport à Bourg-la-Reine et je me suis lancé dans le monde associatif, dans le sport, pendant plus de 30 ans sur la commune. Principalement au niveau du club omnisport et aussi au niveau du football avec la création du foot féminin sur la commune. Donc là on m'a donné la parole. Si on me demande de parler du sport, je vous garde toute la soirée, donc j'ai essayé de condenser, je vais aller très vite pour rendre le micro. On va parler surtout des installations. On sait qu'il y a des installations vétustes, des installations où il y a des problèmes, tels que le gymnase Carnot, tels que la bulle au tennis. Et ça, c'est un de nos priorités, c'est de faire un état des lieux, de voir ce qu'il y a absolument à faire en urgence et à remettre en état ces installations, car c'est important pour tous les pratiquants d'avoir quand même des installations saines. Il y a aussi le réaménagement du stade Charpentier, en partenariat avec les clubs qui l'utilisent. Donc on aimerait refaire certaines choses. Il y a de la demande au niveau de la pétanque, du tennis, du football, et donc on voudrait réaménager de façon à ce que les utilisateurs puissent
l'utiliser encore mieux. Donc là, créer une maison d'association, alors c'est recréer, c'est essayer de rassembler les associations sur la commune à un endroit précis, qui puissent se réunir, qui puissent travailler, qui puissent avoir des idées ensemble et aussi, pour les aider sur l'aspect juridique et autres, qui puissent se concerter. Donc ça, c'est dans les priorités. Après, je voulais vous parler du sport pour tous. Donc le sport pour tous, pour les jeunes. Au niveau des jeunes, il y a des jeunes, encore, sur la commune, qui n'ont pas les moyens de pouvoir pratiquer un sport parce que les parents ont des difficultés financières. Ça, c'est pas possible. Nous voulons que tous les enfants de la commune puissent pratiquer un sport et puissent pratiquer le sport qu'ils veulent. Parce que je ne vais pas le mettre à tel endroit parce que la cotisation est 50% moins chère qu'un autre. Non. C'est un loisir, il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent et ça, c'est très important. Donc, on va les accompagner pour trouver des aides, pour trouver des tarifs adaptés et le soutien club. On mettra en place des solutions simples avec les familles, mais les enfants doivent pouvoir pratiquer un sport. Après, il y a le sujet de l'handicap. Nous soutiendrons et encouragerons le développement de l'handisport sur la commune. Car là aussi, c'est important que les personnes à handicap puissent pratiquer un sport et puissent avoir accès aux installations de la commune. Et enfin, le sport pour, on va dire, les seniors, les aînés, car c'est bon pour tout le monde de faire du sport, c'est important. Bouger un peu plus, c'est souvent se sentir mieux et généralement garder un bon moral et être bien dans sa peau. Donc, on va soutenir les activités adaptées pour les seniors, pour celles et ceux qui reprennent le sport doucement. Enfin, un point qui me tient surtout à cœur, c'est le sport au féminin. Il y a 2 jours, comme vous le savez, c'était la journée internationale de la femme. C'est pour moi une chose que je me bats donc, depuis plus de 20 ans. C'est pour ça que j'ai créé, avec d'autres personnes, le football féminin pour la Reine. Chose très dure à l'époque, très compliquée. Les femmes ont autre chose à faire que faire du sport. Moi, je dis non. C'est aussi l'occasion de rappeler que les femmes ont leur place dans le sport en tant que pratiquantes, mais dans l'encadrement et aussi, pourquoi pas, en tant que dans les responsabilités des clubs. Un poste de secrétaire, présidente, les femmes ont leur place. Il faut savoir qu'à Bourg-la-Reine, sur tous les sportifs, il n'y a que 35% de femmes. Le reste, ce sont des hommes. Moi, je trouve que c'est pas assez. Je pense qu'on doit pouvoir accueillir. Alors, il y a une statistique au niveau national qu'on a apprise, c'est que 45% des adolescentes arrêtent le sport avant l'âge de 15 ans. Soit c'est un problème physique, soit un problème d'environnement, ou, bien sûr, encore un problème de coût. Et ça, il faut qu'on arrive à faire venir, à laisser les filles dans le sport, et donc les adolescents continuer leur pratique. Enfin, pour finir, le lien social. Le sport amateur joue souvent un rôle social important, et comme je vous ai dit, j'étais éducateur. En tant qu'éducateur, je pense que j'ai passé 75% de mon temps à faire du social et seulement 25% avec les enfants à faire du sport. Les enfants ont besoin de se rapprocher de personnes, les parents, compliqué, à l'école ça peut être compliqué, au sport on se détend, on s'amuse, on fait un loisir qu'on aime et automatiquement on parle un peu plus, on est un peu leur confident et ça permet de les aider. Donc c'est très important aussi au niveau social. Enfin, pour finir, on aimerait remettre en place... Stéphane, c'est une petite... Je lui avais dit de faire court, heureusement. Et c'est le deuxième enfin que je l'entends. 5 minutes. Non, vas-y, je plaisante. Et c'est très J'ai intéressant. 2 petits trucs rapides. On aimerait remettre en place des réunions sur le sport avec l'ensemble des clubs de la ville. Du temps de M. Chevreau, ça se faisait. Il recevait les clubs, il voyait avec eux
leurs besoins, identifier les difficultés et construire ensemble des solutions pour améliorer la pratique du sport. Et ça s'est arrêté après le départ de M. Chauveau et je trouve ça dommage. Enfin, pour finir, le sport rassemble et le club omnisport rassemble les différents sports sur la commune. Et nous sommes très attachés à cette vision de mode de fonctionnement. Je vais vous arrêter là, malheureusement. Alors on a tous nos caractéristiques, notre caractère, nos qualités, nos défauts dans l'équipe, mais c'est vrai qu'on est très soudés, on s'accepte, on se tolère mutuellement, on est une vraie équipe et ça me fait très, très plaisir. On a tous des profils différents, des origines, des métiers différents, on évolue dans des environnements différents, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette vision commune et j'espère qu'on va pouvoir vous la transférer pour que vous puissiez comprendre vraiment notre état d'esprit et nos valeurs. Alors, on va parler de démocratie locale, un sujet qui nous tient très à cœur aussi, parce qu'on considère qu'on doit pouvoir communiquer, échanger entre nous. Je l'ai déjà dit, il ne faut pas oublier qu'on a les élections avec la population qui nous confie un mandat. Donc on doit répondre à ce mandat, on doit faire en sorte de respecter le programme qu'on a proposé aux gens quand ils ont voté pour nous. Et puis, ensuite, les agents vont mettre en œuvre ce programme sur le terrain. Et donc, ça va revenir à votre bénéfice et vous allez pouvoir bénéficier de services de proximité. Et du coup, vous êtes en haut, vous êtes nos patrons, entre guillemets, je dirais, pour simplifier un peu les choses. Et on doit vous rendre des comptes en dessous de savoir ce qu'on fait de votre argent, ce qu'on fait de vos attentes sur la commune. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient très, très à cœur. On a besoin de démocratie locale, on a besoin de vous écouter, de faire remonter, de régler vos problèmes quotidiens. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on trouve que ça manque aujourd'hui. On trouve qu'il y a, il y a une façade, mais il n'y a pas une vraie écoute, il n'y a pas une vraie disposition, une mise à disposition des élus sur le terrain. Et nous, on a vraiment cette volonté d'aller sur le terrain et de mettre également les agents de proximité sur le terrain. Je vais passer la parole à Anne. Alors, bonjour à tous, donc, je suis Anne Bougiban, je suis salariée dans une entreprise qui déploie des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, je chapeaute toute la coordination de ces infrastructures dans toute la France. Alors donc là, nous avons à cœur de vouloir faire vivre une démocratie locale beaucoup plus ouverte et plus participative. Concrètement, cela signifie donc donner davantage la parole à vous. Et comment? C'est mettre en place des référendums et aussi développer des conseils de quartier. Nous avons en fait à cœur de mettre en place des échanges entre les habitants et la municipalité, car pour nous, donner la parole à chacun de vous, donc c'est vous permettre de vous exprimer en totale liberté et chaque voix compte. Ensuite, participer pour nous, c'est aussi donc ça signifie être bien informé. Comment? C'est nous nous engageons à vous donner une information claire, régulière et accessible à tous pour justement pour que chacun puisse comprendre les projets qui concernent la ville et les décisions qui seront prises. Je vais laisser la place à Flavien Popinel qui nous fait l'amitié de nous rejoindre ce soir. Je vous prie de l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Merci Anne. Bonsoir à tous. Je m'appelle Flavien Popinel. Je suis président de l'association La Voix des C1 et également candidat aux élections municipales sur la commune voisine de Sceaux. Je me permets d'intervenir ce soir sur un point important. C'est pour vous rappeler le projet de fusion avorté entre les communes de Sceaux et de Bourg-la-Reine en 2022. Il se trouve que les maires de Bourg-la-Reine, M. Donat, et de Sceaux, M. Laurent,
ont tenté de faire fusionner les services techniques. Il y a eu, à l'ordre du jour d'un conseil municipal à Bourg-la-Reine, un vote portant sur ce point. 16 voix contre 15. Il se trouve que des personnes comme Cécile ont voté contre. Il y a un point qui est important pour moi quand on parle de vie locale, c'est l'engagement. S'engager, c'est prendre des décisions pour ses administrés. C'est vrai que dans la majorité, on pourrait croire que c'est une position confortable. Il est vrai. Mais savoir s'opposer et prendre une décision qui est pour le bien commun, c'est encore plus dur. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'estime qu'une candidate comme Cécile et son équipe peuvent apporter à la ville de Bourg-la-Reine. Il y a 2 points sur lesquels la fusion aujourd'hui aurait été préjudiciable pour nos 2 villes. Le premier point concerne la singularité de chacune de nos villes. Chaque ville a ses propres manières de fonctionner, ses propres singularités. Et le second point concerne la dette. La dette de Bourg-la-Reine a augmenté. Si je ne me trompe pas, à fin 2025, elle est montée à 39 millions d'euros. La nôtre est à 50 millions environ, dont 47% est à taux variable. Car oui, le maire de Sceaux a fait un pari il y a quelques années. Le pari de prendre quasiment la moitié de sa dette à taux variable. Et avec l'augmentation des taux, la dette explose. Je comprends que pour les Régina-Burgiens, avoir une fusion entre nos 2 villes serait terrible. Il est vrai que si M. Donat reste au pouvoir et M. Laurent, ils auront tout le loisir de recommencer, de retenter, dans quelques mois, quelques années. C'est pour ça que dimanche 15 mars, faites le bon choix et votez Cécile Andrieux avec Bourg-la-Reine au cœur. Bonne soirée. Alors, je découvre ce qu'il a dit et je suis très fière et très flattée. Merci Flavien. C'est vrai qu'on a ce point commun d'aimer particulièrement la singularité de nos 2 villes. On est très attachés voilà, à Bourg-la-Reine. Comme les C1 aussi ont leur propre identité également. Et c'est vrai que nous, on souhaite vraiment préserver un petit peu notre ville à taille humaine, rester à Bourg-la-Reine et créer une vraie identité sur l'ensemble de notre ville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rappelé les valeurs républicaines et notamment l'égalité. L'égalité, elle passe aussi par l'égalité de traitement sur l'ensemble de notre ville et sur l'ensemble de nos quartiers. Quand on a été sur le terrain, quand on fait du porte-à-porte, on a beaucoup de quartiers qui nous disent qu'ils se sentent abandonnés. Ce n'est pas normal. Et sur des choses simples comme la propreté, des incivilités, on a beaucoup de problèmes sur le terrain. Et moi, je me dis qu'au lieu de concentrer les moyens pour densifier, pour créer notamment refaire la place Condorcet qui nous coûte 5 millions d'euros, on a peut-être d'autres priorités. Et pour moi, comme pour sa famille, on assure d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, ben sur une ville, on assure les besoins primaires, de base. Et après, on fait des projets plus somptueux. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Théophane Geoffroy. Je vais vous présenter très succinctement, je ne vais pas faire vous prendre trop de temps. Je suis chargé d'indemnisation. Théophane, je vois Françoise qui râle, donc je pense qu'il faut parler plus près du micro. Ah, je suis désolé, j'ai une voix qui ne porte pas trop. C'est un peu mieux ? Oui. Très bien. Donc comme je vous le disais, je suis chargé d'analyse d'indemnisation dans les assurances. Et j'ai une double formation à la fois en droit et en économie. Et ce soir, j'ai décidé de vous parler donc du sujet environnemental qui me tient à cœur. Pour vous donner une petite information, ça a été l'objet de mon mémoire en droit, donc sur la fiscalité environnementale. Quand on parle d'environnement, on a tendance souvent à penser que c'est un sujet qui est mondial, qui est plus global et qui ne concerne pas forcément. Néanmoins, c'est un sujet qui est beaucoup plus proche que ce que l'on pense. Ça passe par les décisions de la commune, dans un premier temps, parce que c'est des décisions qui ont un impact sur 10, 20, 30, 40 ans, 50 parfois aussi, et donc ça passe dans un premier temps par des arbitrages. Donc ça veut dire aussi construire des nouveaux bâtiments communaux avec un bilan carbone le plus bas possible, le but étant bien évidemment d'approcher le zéro, et également donc de réaliser un audit sur les bâtiments existants, parce que parfois il n'y a pas nécessité donc de faire de nouvelles constructions,
Et bien évidemment, ça passe aussi par l'installation de fontaines à eau donc dans les points stratégiques à Bourg-la-Reine, parce que c'est ça aussi l'écologie, c'est quelle commune on a envie de laisser donc aux plus jeunes, aux générations donc les plus jeunes, mais aussi aux générations les plus anciennes, pour leur quotidien, après avoir vécu une vie compliquée aussi. C'est un sujet qui nous concerne tous. Voilà. Donc des projets qui sont intelligents, avec concret et surtout efficacité. Merci à vous. Bonsoir à tous. Françoise, vous m'entendez bien? C'est bon? Super. Alors, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Après, il y aura les questions et le buffet. Donc, on va terminer cette présentation par un sujet extrêmement léger, qui est le sujet des finances de la commune et la question de la fiscalité. Alors moi, pour me présenter rapidement, Lilian Guinin, je suis juriste en droit financier, en droit des finances publiques, et je travaille actuellement au CNRS de Villejuif, enfin la délégation de Villejuif. Donc on va dire que les finances publiques, c'est un peu mon cheval de bataille, je dirais. Et j'ai rencontré Cécile il y a à peu près un an, au groupe, je me rappelle, et une des premières discussions qu'on a eues, c'était sur les finances de la commune. Un des premiers trucs dont elle m'a parlé, c'était le taux d'endettement de la commune. Elle m'a parlé de 39 millions d'euros. Elle m'a parlé aussi de la hausse, durant le mandat de Patrick Donat, des dépenses de fonctionnement de 35 à 43 millions. Donc un peu interloqué, je lui demande, mais pourquoi les dépenses ont augmenté autant alors qu'il y a des services publics, comme on vous a parlé des crèches, qui ont été fermés, ou qu'on a des soucis par exemple de salubrité, qu'on a de moins en moins d'agents qui entretiennent les espaces verts ou qui entretiennent la voirie. Et elle m'a dit qu'elle a fait un constat à l'époque, avec Daniel qui est dans la pièce, que je voulais saluer, c'est que le train de vie qu'on a aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de l'avoir. On ne peut plus se permettre de l'avoir puisqu'on a des investissements qui sont extrêmement lourds au niveau de la commune. La place Condorcet, c'est 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Moi, Ah, ça arrive. Moi, la question que je pose ici, c'est est-ce que vous préférez des investissements qui sont jolis ou du service public concret au quotidien? Est-ce qu'on préfère avoir des miroirs d'eau ou une police municipale jusqu'au dernier RER pour protéger ceux qui sortent du RER le soir, qui reviennent d'une sortie sur Paris? Ça, c'est la question que je pose. Et j'aimerais aussi arriver à autre chose, parce que quand on dépense plus, on doit augmenter les recettes. C'est indispensable. Et ce qui a explosé ces dernières années dans le mandat de Patrick Donat, c'est la taxe foncière. 35%, plus de 35% d'augmentation. Et moi j'ai une pensée à tous ces jeunes ménages, à toutes ces personnes âgées, isolées, qui ont des faibles revenus. Ça impacte leur pouvoir d'achat. Et dans une période d'inflation, en plus avec les conflits qu'on vit en ce moment, où le prix de l'essence a pris 25 centimes en quelques jours, où le prix du blé augmente, où tout augmente, en tant que municipalité, on se doit d'agir avec les leviers qu'on a, qui ne sont pas énormes, pour améliorer le pouvoir d'achat des Régina-Purgiens. Et donc, améliorer le pouvoir d'achat, c'est baisser la taxe foncière. Dans un premier temps, la stagner, puis la baisser de 10% en fin de mandat. Je vous remercie. Alors effectivement, toute la question c'est de savoir qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse de votre argent. Nous, notre vision des choses, c'est de faire des services publics de proximité. C'est de répondre à vos besoins au quotidien, pas être finalement dans des projets un petit peu de façade, mais vraiment sur le fond des choses en fait. Et on est prêt à vous écouter. Là, on va passer au temps d'échange questions-réponses. Et je vois Jean-Noël qui lève les doigts comme d'habitude. Et donc, on va toujours respecter la tradition. Merci pour cet exposé. J'aimerais rebondir rapidement, j'espère, sur 2 ou 3 points. Le dernier, au sujet de la sécurité, par rapport à tous en tout cas. J'ai une image qui m'a beaucoup impressionné,
C'est un soir de fête à Bourg-la-Reine, en voyant Pierre-François Andrieux, à l'époque policier à Bourg-la-Reine, et rembarré en beauté, une personne un petit peu éméchée ou récalcitrante. Vraiment, ça m'a assez impressionné. Au niveau de la ligne 4, je suis tout à fait d'accord pour qu'il soit prolongé jusqu'à Bourg-la-Reine, et sur la hier, il y a eu une très importante part de transport sur la ligne B, et j'ai dû prendre la ligne 4 jusqu'à Bagneux et compléter par le 388. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Merci. Alors du coup, c'était plus un témoignage, sauf s'il y a une question précise ou particulière, mais... J'ai relancé. Excusez-moi. Oui. Il y a parmi ceux qui marchent bien pour la Reine, quand même, et j'espère que ça continuera. Il y a l'ARAI pour les échanges internationaux, l'AGF qui nous organise des courses de vêtements très intéressantes, et des conférences du mardi soir. Par contre, une interrogation purement politique, quand je vois plusieurs listes en concurrence sur Bourg-la-Reine de sensibilité relativement voisine, donc la vôtre soutenue par notre maire honoraire que j'estime énormément, je me demande si l'opposition politique à Bourg-la-Reine ne risque pas un petit peu de surfer là-dessus en dénonçant, ils ne sont pas capables de s'entendre entre eux. Voilà. J'ai évoqué cette question, moi j'ai toujours dit que j'étais quelqu'un de très ouvert. À notre équipe, on en a beaucoup discuté. On reste toujours sur la même ligne. Et après, comme je le disais, la liberté des autres, voilà, c'est compliqué, on n'est pas seul à pouvoir décider et prendre des décisions. Donc, voilà. Mais on est toujours ouvert. Et puis, surtout, notre engagement, c'est l'intérêt de Bourg-la-Reine avant tout. Et j'entendais les questions sur les associations. Nous, on soutient très fortement les associations. On a quand même des bénévoles incroyables qui s'engagent dans toutes ces associations, qui sont là depuis très longtemps et qui aussi essayent de passer le relais. Moi, je sais que j'essaye d'engager mes enfants dans cette démarche aussi, parce que je trouve que ça s'apprend petit, ça fait partie de l'éducation. Et voilà, donc il faut qu'on passe le relais aussi au niveau des associations, qu'on ait toujours des bénévoles. C'est très compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup d'associations qui ont de plus en plus de difficultés, et c'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure notamment le fait d'avoir un lieu de rencontre et de permettre des échanges sur les bons procédés, sur les petites astuces, sur des coordonnées de juristes, de comptables. On a vraiment besoin de les épauler. Donc on est très très favorable à l'activité des associations. Question suivante. Merci beaucoup pour votre présentation. Une chose qui m'a choquée quand même, c'est qu'on parle argent au bout de 45 minutes d'intervention. Et ça m'inquiète un peu. Parce qu'on a commencé à parler impôts, argent, financement à 7h30. Alors la réunion a commencé à 7h15. L'autre chose que je voulais dire, je voulais rebondir sur ce que monsieur a dit. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas pu vous entendre un peu plus, un peu mieux, avec Madame Calais, par exemple, vous-même également, qui êtes dissidente toutes les deux, je crois, de la liste de Donat, hein, si je ne me trompe pas. Au départ, vous étiez dans l'équipe de Donat. Oui, voilà. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas réussi à vous entendre toutes les deux pour essayer de parler et d'agir ensemble. Bon, tout ce que vous nous avez dit, c'est merveilleux, c'est très beau. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle argent. Là, on n'en a pas parlé beaucoup. On veut refaire ceci, on veut remettre cela, mais bon, avec quoi, quel budget? Il eût été intéressant de savoir par thème quels étaient les budgets qui étaient prévus. Ça, on ne l'a pas su. Bon, vous avez parlé du taux d'endettement de Bourg-la-Reine, 39 millions. Comment le taux d'endettement de Bourg-la-Reine se situe par rapport aux autres communes de l'Île-de-France? Vous voyez, c'est des chiffres comme ça qui nous intéressent. Parce que les paroles, chacun, si vous assistez à toutes les réunions publiques, on entend à peu près la même chose partout. À peu près. Donc, je voudrais un peu plus de chiffres. Donc, monsieur... Pas de souci. Voilà, on vous écoute. Alors, le taux d'endettement de Bourg-la-Reine, il est au-dessus de la moyenne de... Enfin, parce qu'en fait, il y a des nomenclatures de taille de ville. Donc, nous, dans la nomenclature des villes allant de 20 000 à 40 000 habitants. Et je vais vous prendre une ville
deux provinces pas très loin de là où j'ai grandi, qui s'appelle Fougères, qui est une ville plutôt modeste. Et la ville de Fougères, qui est une sous-préfecture de l'Ille-et-Vilaine, n'a que 26 millions d'endettement. Donc Bourg-la-Reine, qui est plutôt une ville qui a des moyens, dans les Hauts-de-Seine, est à 39 millions. Donc on est au-dessus, je dirais, de la moyenne nationale et aussi au-dessus des moyennes régionales. Quant au financement du programme, je vais vous donner juste un chiffre, même, je vais vous en donner plusieurs même. La commune de Bourg-la-Reine par an, c'est 500 000 € de recours au cabinet de conseil. 500 000 €. Pour qu'à la fin on nous fasse un PowerPoint, pour nous sortir une solution qui a été sortie par une association de riverains qui a travaillé sur un projet de voirie, etc. Donc déjà cet argent-là, on peut l'économiser. 500 000 €, ça fait quand même 3,5 millions sur un mandat, puisque le mandat va durer 7 ans, puisqu'il s'arrête en 2033, pour pas qu'il y ait de superposition avec l'élection présidentielle de 2032. Et il y a aussi un autre souci qu'on a sur la commune, c'est le montant de dépenses des achats. La commune de Bourg-la-Reine achète par an pour 14 millions d'euros d'achats publics. 14 millions, c'est une somme. Alors quand je dis achat public, c'est le recours à ces cabinets de conseil, c'est par exemple quand on achète des voitures pour la police municipale, si on achète des stylos pour les agents, des bureaux, des ordinateurs, tout ce que vous voulez. Sur ces 14 millions d'euros d'achats publics, il y en a 5 millions qui sont faits en dehors de toute procédure, donc en toute illégalité, et en urgence. Et cet argent-là, si on avait fait des procédures avec des mises en concurrence et des appels d'offres, on aurait pu sourcer des prestataires, demander des devis, demander des réductions et économiser de l'argent. Et ça, à peu près par an, parce que moi c'est mon métier, je le fais tous les jours, c'est à peu près 700 000, 800 000 € qu'on peut économiser en achetant mieux. Donc on passerait de 14 millions à un tout petit peu plus de 13 millions. Donc ça nous dégagerait sur le mandat 7 millions d'euros. Et il y a aussi un autre sujet, enfin il y a d'autres sujets, sur notamment, alors c'est plus marginal, mais c'est quand même important, la mairie actuellement, enfin le maire et son équipe disposent de 4 collaborateurs de cabinet. Ce qui, au demeurant, est illégal, puisque ça a été pointé par la Chambre régionale des comptes. Une commune allant de 20 000 à 40 000 habitants doit avoir 2 collaborateurs de cabinet. 2 seulement. On en a 4. On a un chef de cabinet, un directeur de cabinet adjoint, la directrice de la com qui est rattachée au cabinet alors qu'elle n'a rien à faire dans le cabinet, et on a quelqu'un qui est en alternance, donc un équivalent temps plein et demi. Et en fait, quand on regarde un peu le montant de ces rémunérations, parce que ce sont des rémunérations publiques pour les collaborateurs de cabinet, depuis un décret de 2023, ces 2 collaborateurs de cabinet, bruts chargés, nous coûtent par an 150 000 €. Bruts chargés. C'est de l'argent qu'on peut économiser. Moi, je préfère sincèrement qu'on ait un policier municipal de plus, un agent de crèche en plus, que des collaborateurs de cabinet qui sont utiles pour la vie du maire, sont importants. Mais aussi un autre exemple, on a pointé une défaillance, alors qui n'est pas vraiment financière, qui est plutôt une défaillance de gestion. Quand il y a un recrutement au niveau de la mairie, le premier seuil de recrutement, c'est pas le chef de service qui va recruter le collaborateur, c'est le cabinet. Je pense que le directeur de cabinet a autre chose à faire que de s'amuser à recruter les agents de la voirie ou les agents des espaces verts. Et ça, vous voyez, ça pointe au niveau de la gestion des ressources humaines un manque de vision et un manque de management. Et il y a aussi, je pense, si on fouille un peu, des choses à regarder. Est-ce que ça répond à votre question ? Question suivante. Pardon, monsieur. Bonjour à tous, merci pour l'intervention et la présentation. Une toute petite question, depuis quelques années, nous sommes infestés par les moustiques tigres. Est-ce qu'il y a des idées par rapport à ça ? Les pavillons et les rez-de-chaussée des bâtiments, waouh! Alors, sur les moustiques tigres, alors c'est un phénomène entre guillemets naturel, il faut savoir qu'il y a eu des tests de bornes Kista qui ont été installés notamment sur d'autres communes alentours, sur l'Aï notamment. Et effectivement, ça permet, en gros, c'est une grosse machine qui est installée, qui recrée une odeur humaine. Les moustiques femelles sont attirées, coincées dedans, et c'est comme ça qu'on arrive à les emprisonner quelque part et à éviter qu'il y en ait trop. Il y en a quelques-unes qui ont été mises en test, donc c'est quelque chose qu'il faut développer parce qu'on sait très bien, moi j'ai la chance d'être en zone pavillonnaire et effectivement on ne peut plus profiter de nos jardins.
mais c'est quelque chose qui se complète aussi avec des mesures de vigilance de chacun, d'éviter de laisser des endroits où l'eau est stagnante. Ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut faire très attention. Donc effectivement, il y a des choses à faire et qui nécessitent aussi une coopération au niveau de la population. Vous répondez à votre question, monsieur? D'accord, très bien. Je vois madame qui lève le doigt. J'avais une question, mais avant, à propos des moustiques tifs, quand on est en limite de département, comment pensez-vous intervenir? Parce que donc, on est dans la même rue et la résidence derrière, les caniveaux ne sont jamais nettoyés. Donc, ça prolifère. Donc, il paraît qu'il y a des problèmes de communication entre communes. Oui, alors j'entends, c'est pour ça que je disais qu'il faut être sur le terrain, répondre aux besoins quotidiens et concrets des gens. On peut aller voir les autres communes en fait, on doit échanger au quotidien avec les autres communes, surtout quand c'est dans l'intérêt de sa propre population. Il n'y a pas de raison de ne pas se mettre en contact avec une ville voisine et de ne pas trouver une solution. Il suffit de le faire. Après, ce que j'entends souvent, c'est que les gens font remonter des choses au niveau de la mairie, mais qu'ils n'ont pas forcément de réponse. Et ça, c'est problématique. C'est aussi pour ça que nous, on insiste beaucoup sur le fait que chaque demande doit être traitée et doit recevoir une réponse. Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible, mais on vous l'expliquera. Et j'entends ce que vous dites. Pour moi, je ne vois pas ce qui empêche d'aller voir la commune à côté et de faire en sorte de nettoyer les canalisations, les points d'eau. Voilà, pour moi, ça fait partie des choses qu'une commune doit gérer au quotidien. J'ai demandé le micro pour une autre question. Donc moi je fais partie d'une association de personnes handicapées et la ville a signé il y a plus de 20 ans maintenant la charte ville handicap. Et il y avait un comité de suivi qui se réunissait, disons, assez régulièrement, mais ça s'étiole surtout depuis le Covid. Bon, je voudrais savoir si ça pouvait reprendre. On peut peut-être modifier les façons de faire, mais c'est vraiment très intéressant que tout handicap soit réuni et quand on fait, mettons, des travaux, ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire pour les uns et qui a un inconvénient pour les autres. Et bon, ça a bien marché pendant un certain temps. Moi, j'espère que ça reprenne et qu'on puisse de nouveau bien travailler. Alors vous avez totalement raison, on est très attaché à la question du handicap. On a dans l'équipe des personnes qui sont concernées. Il faut savoir qu'il y a différents types de handicap. Il y a le handicap qu'on va voir physiquement, mais il y a aussi des handicaps qui sont invisibles, mais qui n'en demeurent pas moins des difficultés au quotidien. On a beaucoup évoqué cette question-là avec notre équipe. On sait qu'il y a des choses du quotidien très simples qu'on pourrait régler. On sait notamment qu'il y a des projets qui sont faits et qui ne sont pas faits justement pour permettre à tout le monde de circuler. Et ça, c'est vraiment, moi j'ai la chance de pouvoir circuler à vélo, à pied, de pouvoir, voilà, j'ai pas de difficulté aucune. Par contre, on sait bien qu'il y a des personnes pour lesquelles les rues, le sol, plein de choses vont jouer. Et effectivement, il faut qu'on arrive à faire en sorte que notre ville soit accessible à tout le monde et à tous les âges. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut absolument reprendre et il faut associer les associations telles que la vôtre quand on fait des projets justement au niveau de la voirie. Et donc je ne sais pas comment ça s'est passé ces dernières années, mais il faut effectivement prendre en compte et appeler ces associations pour participer au projet. Personne suivante? Moi, je vais en prendre une question. Tout le monde s'accorde à dire que Bourg-la-Reine est une ville agréable et fleurie. Mais enfin, comment peut-on tolérer, et pour les commerçants et pour les habitants, d'avoir des conteneurs d'ordures sortis depuis la veille et qu'on ne collecte qu'en fin d'après-midi? Alors, il faut savoir que sur la collecte des déchets, ça a été transféré au territoire Vallée Sud Grand Paris.
Donc effectivement, on a quelque part un peu moins la main sur la gestion au quotidien. C'est vrai on regrette un petit peu ce côté de proximité. Il faut faire remonter au territoire, être en lien avec, et c'est pour ça qu'il faut avoir des intervenants très actifs au niveau de notre commune, qui sont en lien avec le territoire Vallée Sud Grand Paris, pour faire en sorte qu'on ait justement des réponses concrètes, qu'on ait un ramassage qui soit réactif au niveau des poubelles. Et oui, il faut être très vigilant là-dessus. Et il ne faut pas oublier que ça reste notre ville, qu'on doit faire en sorte de pouvoir apporter vraiment des réponses concrètes, et puis d'être en lien et de ne pas laisser s'échapper cette compétence. C'est pas parce qu'elle est transférée qu'on doit laisser faire et avoir une gestion finalement qui va s'effilocher au fil du temps. Donc il faut qu'on reste vigilant là-dessus. Il ne faut pas hésiter à nous faire remonter les choses aussi. C'est pour ça qu'on insiste aussi, on aimerait faire en sorte qu'on ait une application qui soit très facile d'utilisation, pour que dès que vous avez une difficulté, que vous rencontrez quelque chose sur la commune, qu'on puisse justement maintenir cette qualité de vie, sur la propreté notamment et le ramassage des ordures. Le maire est vice-président de Vallée Sud. Oui, le maire est vice-président du territoire Vallée Sud Grand Paris, donc il doit faire en sorte qu'il y ait une remontée d'informations et qu'on ait une redescente de services concrets au niveau de notre ville. Caméras de surveillance, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de fait? Alors sur les caméras, dans notre programme, là du coup, vous n'avez pas l'ensemble du programme que vous pouvez retrouver sur notre site internet, mais effectivement on souhaite développer les caméras sur les axes et sur les qui sont à fort enjeu. On a la chance de globalement effectivement de vivre dans une belle ville plutôt apaisée, mais on a quand même des actes des infractions qui sont très violentes. On sait qu'il y a des arrachages de bijoux, notamment auprès des personnes âgées, qui ne portent pas forcément plainte derrière. Donc du coup, on n'a pas de traçabilité. On a eu quand même des homejacking dans le quartier Fontaine-Grelot. On a quand même des actes de violence qui sont très graves. Et il va falloir... Le seul moyen en fait de pouvoir agir et de pouvoir interpeller les personnes sont les caméras de surveillance, bien souvent. Donc il faut qu'on les développe aux endroits stratégiques. L'idée c'est de ne pas en mettre partout, mais en tout cas d'avoir un moyen de preuve qui puisse faciliter le travail de la police. Et puis il faut savoir aussi que ça peut être utile dans certains cas, notamment en cas d'accident. Ça a été le cas pour un accident de la circulation où malheureusement devant la vie claire au niveau du feu, à l'époque quand on appuyait sur le bouton ça ne fonctionnait pas, les gens finissaient par traverser un petit peu n'importe comment et une dame âgée a perdu la vie, écrasée par un camion, et c'est grâce aux caméras qu'on a pu voir du coup les conditions de l'accident et en l'occurrence écarter la responsabilité du conducteur. Mais oui, il y a une double utilité. Je parle assez fort, ne vous en faites pas. Parmi vos grands projets d'investissement, vous avez parlé du marché, vous avez parlé d'une crèche. Y a-t-il d'autres projets, je dirais, immobiliers ou d'infrastructures que vous envisagez au cours de votre mandature? Alors, et à quel prix? Non, il n'y aura pas d'autres grands projets immobiliers. Il y a déjà des choses qui ont été engagées et auxquelles il va falloir faire face. Donc il va falloir pouvoir voir effectivement déjà les répercussions de ces projets qui sont impactants sur nos ressources du quotidien. Donc il n'y aura pas de grands projets pendant ce mandat. L'idée c'est de rétablir les finances et de concentrer les moyens sur vraiment les services publics de proximité. Bonsoir. Moi, je ne suis pas originaire burgienne depuis très longtemps, depuis 4 ans et demi seulement. J'ai été originaire burgienne dans les années 70, pendant 10 ans, je suis partie sur Antony. Et je suis revenue parce que je suis âgée et je voulais me placer dans chez Arpavi. Je ne sais pas si vous connaissez Arpavi, je pense. On vous entend pas bien, mettez le micro plus près de la bouche.
Je me suis placée à Arpavi. C'est une association de logement indépendant pour les seniors. Voilà. C'est la résidence Vallée? Oui, voilà, exactement. Voilà. Donc je suis là depuis 4 ans. Donc je m'inquiète beaucoup parce que moi je suis en pleine forme pour l'instant. Mais je m'inquiète beaucoup parce que je vois des gens qui sont handicapés chez moi là-bas. Et le 192, c'est pour ça que je suis venue là. Parce que je ne vous connais pas. Et voilà. Hein. Et tout de suite, j'ai repéré ce qui m'intéressait déjà. Le 192, on en a été privé pendant un certain temps. Et je vous assure, quand vous revenez du marché, que vous êtes chargé, que vous avez oublié votre caddie ou bien vous ne pensiez pas prendre grand-chose, ben c'est dur. Hein. Il y a 800 mètres, je crois, un truc comme ça. Hein. Donc, pourtant, je marche bien. Hein. Mais voilà, je m'inquiète au cas où on nous supprimerait vraiment l'arrêt boulevard Carnot. Alors effectivement, nous on a lutté pour maintenir le trajet initial du bus 192. On sait que finalement justement des personnes de la résidence et d'autres personnes âgées chez Dométis ont râlé sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a eu un petit revirement, notamment à l'approche des élections. Mais que derrière, il y aura une petite modification et peut-être que Florian, s'il peut prendre la parole pour vous expliquer concrètement ce qui est prévu justement sur le bus 192. Alors, pour vous répondre, sur le 192, notamment, en fait, à l'heure actuelle, il est de retour sur le boulevard Carnot et pour une durée limitée. Donc, il est revenu en juillet 2025. Et normalement, il devrait redisparaître du boulevard Carnot en juillet 2026. En fait, c'est lié notamment au projet de la place Condorcet, qui prévoit notamment la mise en sens unique d'une partie du boulevard Carnot. Et de fait, on ne pourrait plus faire passer dans les deux sens le 192 sur le boulevard Carnot. Ça inadmissible, vu qu'il y a plusieurs maisons de retraite, justement, avec des gens qui, ça va arriver à tout le monde, de toute façon, on va pouvoir marcher ou autre, c'est inadmissible quand même. Exactement, je partage totalement votre avis, et c'est notamment pour ça que dans notre programme, on souhaite le maintien du 192 dans les deux sens, sur le boulevard Carnot, parce qu'on sait l'importance qu'il a pour les habitants. C'est pareil, le 7, le paladin. Mais moi, je l'ai attendu plusieurs fois à 18 heures à un endroit. Pas du tout, madame. Jamais passé. J'étais obligée d'appeler la direction et tout. Moi, je suis élu depuis 25 ans, je vous dis, je trouve qu'on est mal desservi dans ce coin. C'est pas où la il y a RATP. des maisons de retraite. Vous vous trompez. Effectivement, moi, je partage totalement votre vision sur le fait que, en gros, si on enlève le 192, on voit bien qu'il y a une partie de Bollaren qui est totalement enclavée. Oui. Et je considère que le Paladin 7 peut être une solution, mais il n'est pas assez... il n'est pas régulier, exactement. Je voudrais, à titre personnel et aussi vis-à-vis de tous les gens qui sont impactés par ce projet, parler de notre entrée de garage à côté des FIA, qui dessert notre résidence au 8 Place de la Gare, le 10 et le 12. Donc, il était question d'un projet de bowling qui apparemment a été abandonné, mais il reste le fait que les terrains ont été vendus et qu'il sera question d'autres projets qui vont nous impacter au niveau de nos parkings qui sont situés juste en dessous et de beaucoup de nuisances sonores qui vont remonter sur nos étages. Et nous n'avons pas du tout été concernés, concertés, merci, de ce projet. Nous avions, il y a plus d'1 an, demandé une réunion qui a été accordée, pour lequel on nous a vaguement dit que c'était un état de projet qui n'avait rien fait. Or, on a pu constater que c'était bien avancé et nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce truc-là.
Et nous ne savons même pas, parce qu'il n'y a aucune proposition de fait pour les places de parking. Donc, dans la première partie de ce parking, en plus, il y a tout le personnel de la mairie qui vient se garer là pour venir travailler en mairie. Donc, voilà. Du coup, on ne sait absolument pas ce que ça va devenir. Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Alors effectivement, ce projet de bowling, on en a entendu parler en conseil municipal. Moi, la question que j'avais posée, c'était la même que la vôtre à l'époque, sur les nuisances sonores, et de savoir si la population, les habitants, avaient été concertés. À l'époque, on nous avait indiqué que c'était le cas, que vous aviez été concertés. J'ai découvert par la suite que manifestement, ça n'était pas le cas. Je sais, j'ai vu passer une pétition qui a permis de suspendre le projet. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au conseil municipal du mois d'octobre 2025, on a signé un bail commercial avec la société privée qui doit exploiter le bowling. Alors, il y a des conditions suspensives dans ce bail et il y a des études de faisabilité qui devaient être faites en parallèle. Mais je suis d'accord avec vous, moi j'ai toujours ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'on se lance sur un projet, on dépense de l'argent, on utilise nos agents pour travailler sur ce projet, donc il n'y a pas que l'impact purement financier, il y a aussi de la mise à disposition de personnel au lieu de faire autre chose, et après on se rend compte qu'il y a des difficultés de fonctionnement et que ça ne peut pas se réaliser, ou que les gens ne sont pas d'accord parce qu'on n'a pas assez concerté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement éviter, parce que c'est comme ça qu'on fait du gaspillage d'argent, de temps de nos agents. Et il faut qu'on arrive à concerter en amont, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Notre façon de faire, elle est totalement différente. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de projets malheureusement. Les choses sont lancées, et puis après on se rend compte qu'il y a des difficultés, et donc on fait, on refait, et ça nous coûte de l'argent. Et pour moi, c'est pas une méthode de travail qui est acceptable. Et il faut qu'on arrive à travailler en partenariat avec les associations, les habitants, et qu'on arrive à faire des projets qui soient ficelés bien en amont avant de faire des frais. Bonsoir. Pouvez-vous nous faire un point sur la future maison de santé? Oui. Combien ça va coûter à la ville, la participation de la ville et autres, et les logements qui vont être au-dessus de la maison de santé, si j'ai bien compris, et qui vont être gérés par le Crous. Donc est-ce que ça va rapporter ça des loyers à la ville enfin voilà, est-ce que vous pouvez comment vous voyez les choses? Alors, je ne pourrais pas vous répondre en détail sur le point financier parce qu'on n'a malheureusement pas d'informations, on a très peu d'informations. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que cette maison de la santé est en train d'être construite, qu'on a aménagé les locaux pour installer un équipement IRM et que malheureusement l'ARS a refusé de financer cet équipement parce qu'on en a un similaire à proximité. Et donc du coup, on a aménagé les locaux pour rien. D'où le fait que je vous disais que les projets doivent être réfléchis en amont, correctement, pour éviter ce genre de gaspillage. Aujourd'hui, donc, on n'aura pas cet équipement. Du coup, ça signifie qu'on va perdre aussi les médecins qui étaient intéressés pour venir sur le site pour cet équipement. Donc il va falloir, à mon sens, retrouver d'autres médecins. Dans notre équipe, on a la chance d'avoir 2 médecins du coup, qui ont leur réseau et qui pourront aider justement, parce que c'est quelque chose de difficile, on sait tous, il y a la question des déserts médicaux, il y a la question de pouvoir trouver, d'avoir des médecins de proximité. Il y en a pour la Reine qui prennent leur retraite prochainement, donc on sait que ça va poser des difficultés. Et effectivement, c'est un sujet très important au niveau de la santé et des services de proximité justement des Régina-Burgier. Oui, juste pour compléter la réponse de Cécile sur les loyers du Crous, moi, il se trouve que j'ai été élu au Crous de Bretagne. Donc en fait, les loyers vont être reversés au CNUS, qui est en fait le Crous national, si vous préférez. Donc on ne perçoit rien sur ça. Voilà. C'est pour les étudiants. Oui, c'est ça. Ça augmente. Et alors ça permet aussi d'augmenter le taux de logement social sur la commune,
puisque le logement étudiant est considéré comme du logement social. Alors, on est à quel niveau au logement social à Bourg-la-Reine? Est-ce qu'on a atteint le niveau? Parce que là, ça pousse comme des champignons, les logements. On est en dessous des 25. On est à peu près un peu plus de 23. 23,4. Oui, c'est ça. Ma question est un peu similaire. Il y a 1 an et demi, 2 ans, la ville a lancé un audit de tout ce qu'elle possédait au niveau patrimoine, ce genre de choses. Vous êtes certainement au courant. Aussi bien des locaux comme la Goreille, les colonnes, des appartements anciens d'instituteurs, etc., etc. Et tout ceci pour pouvoir les transférer à Bourg-la-Reine Habitat. Alors j'aimerais bien savoir où ça en est, parce que nous, ça fait plus d'1 an que j'habite. On nous dit que c'est transféré, que c'est vendu, etc., etc. On n'en voit pas la couleur. Résultat, la mairie ne fait pas les travaux dans ces locaux. Et nous nous retrouvons avec des soucis que les services techniques de Bourg-la-Reine ont tendance à nous dire « Ah, mais c'est plus nous qui nous en occupons ». Alors que rien n'est fait. Alors que rien n'est fait. Pas banal, hein? Alors, effectivement, il y a eu un diagnostic immobilier qui a été lancé, bon, qui n'a pas été communiqué. C'est la forêt qui s'en est chargée. Oui, c'est cette agence-là. Donc on n'a pas eu plus d'informations sur le... Si je demande, j'ai le résultat. Bon, on le veut bien. Par les gens de la forêt. Oui, on veut bien. Oui. On veut bien parce qu'on avoir a cet pas état des lieux. eu, côté, c'est le commanditaire et c'est la mairie, il n'y a pas eu plus de communication que ça au niveau des résidents. Donc sur l'état du patrimoine et de l'immobilier. Oui. Oui, non, mais ça se... Oui. S'il reste une dernière question, et après on va relâcher tout le monde pour profiter d'un excellent cocktail. Ah, je vois madame, allez, c'est la question, c'est la dernière. Vous êtes prête? Vous vous rendez compte de la pression? Ils sont tous affamés. Hein. Soyez efficaces. Je suis navalienne depuis 20 ans et je voudrais savoir où on en est du projet de la gare routière. Parce que régulièrement, les bus qui sont maintenant stationnés devant le Volkswagen empiètent régulièrement sur la chaussée et donc sur aussi la piste cyclable. Et de mémoire, il y avait des questions que le cadre technique de la RATP soit rasé pour que les bus puissent tourner, etc. Mais visiblement, il a été rénové récemment et j'ai l'impression que ce projet est encore abandonné. Alors, comme on vous le disait, on n'a pas forcément d'informations sur les détails techniques. Nous, en tant qu'élus, on n'est malheureusement pas informés. Par contre, je sais qu'il y a eu des problèmes au niveau de la conception initiale, que les bus ne pouvaient pas tourner correctement. Donc je pense qu'ils essayent de récupérer, de rattraper ce problème de conception initiale. Donc voilà, je ne sais pas si madame voulait prendre la parole sur le même sujet. Oui, parce que moi j'ai des fenêtres qui donnent sur la place et je peux vous dire que ça a été tellement bien conçu que quand les bus tournent pour reprendre le sens correct de l'avenue, ils ont carrément tout cassé ce qui avait été posé quand ils ont fait la place. Donc ils sont vraiment très juste. Ouais, touche avec ce qui a pu être mis au sol. Oui, bah je sais bien, je sais qu'il y a eu cette difficulté de conception au départ. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il est important d'avoir aussi, de retrouver du bon sens, du sens pratique sur les projets qui sont menés sur la commune. Et ça passe aussi par du suivi des travaux. Et souvent, on a eu la rénovation, par exemple, à Normandie, sur le quartier des Bacocas. Il y a eu l'isolation extérieure, il y a eu des travaux au niveau des appartements. Et beaucoup de personnes se sont plaintes de la finalisation des travaux, où il y avait des trucs qui restaient et personne derrière pour répondre à leurs demandes. Et on a quand même souvent, on note un problème de suivi des travaux. Et on arrive à des problèmes et à des difficultés de cet ordre-là, et qu'il faudrait impérativement éviter. Donc il faut qu'on arrive à avoir un suivi des différents travaux sur notre commune qui soit fait sur le terrain. Voilà. Oui, je sais bien. On a eu beaucoup de retours là-dessus. Oui. Alors, on prend toute dernière. Et c'est l'ultime. Hein. Après, je prends le micro. Du stationnement à Bourg-la-Reine, on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est important. Oui, bonne question. Oui. Bah oui, c'est capital.
Alors effectivement, le stationnement à Bourg-la-Reine, vous avez pu le constater, on est passé sur un stationnement résidentiel payant, donc qui a tendance à s'étendre sur les différents quartiers de notre ville. Donc à terme, on aura un stationnement payant sur l'ensemble de la ville. Aujourd'hui, on sait que c'est très impactant pour les rues qui ne sont pas encore concernées, puisque du coup les gens se déportent dans ces rues-là. Il faut savoir qu'au niveau des commerces, ça pose aussi des difficultés, et notamment les salariés vont se garer très loin pour aller justement dans ces rues gratuites, puisque l'abonnement pour eux s'élève à plus de 300 € à l'année, et donc sur des petits salaires, je pense notamment aux coiffeuses, c'est très impactant pour leur pouvoir d'achat, donc elles vont se garer très loin dans ces rues qui sont encore gratuites. À terme, donc ça concernera toute la ville. Notre vision des choses à nous, c'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve finalement à subir les difficultés de ce stationnement. Nous, on souhaite qu'il soit avant tout réservé aux réginaburgiens pour qu'ils continuent à se garer devant chez eux dans les zones vertes et qu'il soit gratuit pour eux. Ça empêchera comme ça les villes extérieures de venir empiéter sur les rues de nos quartiers. Et puis sur le centre-ville, il faut trouver le juste milieu pour pouvoir maintenir l'accessibilité au commerce, avoir un turnover qui soit suffisant pour pas non plus qu'on ait de véhicules qui restent sur place en plein centre-ville. On a interrogé les commerçants à ce sujet, on sait que c'est un point très très impactant pour eux. Donc il y a différentes, voilà, il faudra continuer à se concerter avec eux et à voir effectivement quelle est la meilleure solution. Certains ont évoqué la gratuité entre midi et 14h. D'autres souhaiteraient étendre, parce qu'aujourd'hui on est limité à 2 heures et on a des personnes qui viennent sur les communes alentours qui ne viennent plus sur Bourg-la-Reine parce que c'est limité à 2 heures. Donc il faut, voilà, la solution évoquée des fois c'est de laisser une demi-journée, que les gens puissent au moins payer pour une demi-journée. Il y a vraiment plein de cas de figure à évoquer là-dessus. Mais notre vision des choses, c'est, on se dit en fait qu'avec notre argent, avec ce qu'on paye au niveau de la ville, c'est pas forcément le service qu'on attend en retour. Et d'avoir une voiture d'une société privée avec un radar, une sulfateuse qui tourne en permanence et qui nous aligne, voilà, moi j'ai une commerçante, elle s'est retrouvée comme ça avec tellement de contraventions qu'elle n'a pas pu payer son loyer. C'est pas normal. Donc on a vraiment, moi je me suis retrouvée personnellement où j'ai voulu aller au restaurant. Une fois j'ai renoncé parce que j'avais plus suffisamment de temps. Et une autre fois, j'ai payé entre midi et 14h, sauf que je me suis arrêtée avec mon véhicule. J'ai mis sur mon application le stationnement pendant 2 heures, et en fait, ils sont passés à ce moment-là, donc j'ai reçu une contravention, et j'ai dû faire une réclamation, perdre du temps, et ils ont enlevé la contravention, mais je me dis qu'on a peut-être quand même d'autres choses à faire que de subir ces désagréments au quotidien. Donc on a une vision du stationnement qui est totalement différente, effectivement. Mesdames et messieurs, j'espère qu'on vous a apporté un maximum de réponses. Je vous remercie d'applaudir la super équipe. Voilà. C'est une équipe passionnée et engagée. On vous donne rendez-vous au bar, tout ça pour vous détendre et puis poser les dernières questions que vous n'auriez peut-être pas osé nous poser en direct. Merci infiniment de votre présence. Très belle soirée à tous. Au revoir. Alors, juste pour dire que c'est